Bienvenue. Aujourd'hui, on explore des passages de L'île magique. Oui, le livre de William Seabrook. Direction Haïti, année 1920. On va essayer de découvrir le vaudou, tel qu'il l'a vraiment vécu, C'est ça, une réalité qui est souvent complexe, assez intense aussi. bien loin des images d'Épinal qu'on peut avoir. Exactement. Alors, on se base sur ses écrits, ses observations directes, Oui. des cérémonies assez saisissantes, ses rencontres clés. Il parle de son guide, Louis, Ah oui, et Louis. d'une prêtresse, Maman Célie. Et puis, ses propres réflexions, bien sûr, Donc c'est vraiment une plongée dans un système de croyances. vécues de l'intérieur. Tout à fait. C'est l'intérêt. Et d'ailleurs, c'est Louis, je crois, qui lui ouvre un peu les portes de cet univers. Cet univers parallèle. C'est ça, Seabrook découvre ce qu'il appelle le peuple invisible. le peuple invisible. Oui, ce qui côtoie le quotidien. Il parle d'un monde de merveilles, de miracles et de magie. J'aime bien cette idée que les dieux vaudous, Papa Legba, Dambala, Oui, qu'ils puissent entrer par la porte de service, pendant que les notables, eux, prennent la grande porte. C'est une image assez forte, non? ah, c'est très fort. Bah oui, ça montre une imbrication du sacré et du quotidien, Oui. qui est très différente de notre vision occidentale, souvent plus cloisonnée. Mm. Ce monde invisible, il n'est pas ailleurs, il est là, en fait, présent. D'accord. Et même les morts, selon ses croyances, peuvent y marcher, parmi les vivants. Cette présence, elle doit culminer dans les rituels, j'imagine. La cérémonie pétro dont il parle. Oui, la cérémonie nocturne. Alors là, c'est d'une intensité brute. Racontez un peu. Ben, il faut imaginer les tambours, d'abord, assourdissants, qui prennent vraiment aux tripes. Hmm. Les chants, ils citent mandé ou pardon, une demande de pardon aux esprits. D'accord. Et puis, le sacrifice. Un taureau noir avec des bougies allumées sur les cornes. Ah oui, c'est très visuel. Très. Et le sang, ensuite. Il est partagé, bu en communion par certains. Une communion. Oui. Et aspergé aussi, pour la purification. Et c'est à ce moment-là que les lois des hommes, Les esprits des dieux. voilà, les esprits divins peuvent posséder les danseurs. Et ça mène à une sorte d'extase collective. Très palpable. Et ce qui est fascinant, c'est la réaction de Seabrook lui-même. Il n'est pas juste dégoûté ou effrayé. Justement, il décrit une terreur primitive, oui, une peur viscérale. Mais en même temps, Oui, il est captivé. Il dit ressentir une extase authentique. Il est happé par l'énergie du truc. n'est plus juste un témoin distant alors. Non, non. Il est clairement impliqué émotionnellement et physiquement même. Mm-mm. Et cette immersion, elle va encore plus loin quand Maman Célie, La prêtresse Féo. la Mamaloa, oui, prêtresse et, on pourrait dire, praticienne de magie bienveillante, elle lui fait un wanga, pour lui. Un Wanga. Mm, C'est l'amulette protectrice, exactement. faite sur mesure, avec des herbes, des poudres. Et il dit qu'il y a même ses propres cheveux, ses ongles dedans. Oui, pour créer un lien personnel très fort entre lui et l'objet. C'est très intime comme démarche. Ouais, c'est personnel. Tout à fait. Et le point qui est intéressant, c'est comment Seabrook interprète ça. Qu'est-ce qu'il en dit? Ben, il ne rejette pas ça comme une simple superstition. Pas du tout. Ah, Il voit plutôt l'incarnation de la volonté protectrice de toute une communauté. Un symbole très puissant. hmm, Et il suggère que son efficacité pourrait bien dépendre de la foi qu'on y met. c'est intéressant, ça renvoie à la force des symboles, la croyance collective. Exactement. Notre propre rapport à ça. Oui. Et puis après ça, le récit bascule vers quelque chose de plus sombre peut-être. Le mystère des zombies. Ah oui. Le fameux chapitre sur les zombies. Ça vient d'une histoire que lui raconte un certain Polynice, D'accord. sur des travailleurs dans une plantation de sucre, Asco. Et ces travailleurs seraient des zombies. C'est ce qu'on lui dit. Des êtres décrits comme morts mais animés, utilisés comme des esclaves, sans volonté propre. Morts mais animés. Voilà, avec ce détail assez incroyable, le sel. S'ils en mangent, ils retrouveraient conscience et retourneraient à leur tombe. C'est assez effrayant. Et si Brooke dit en avoir vu Il raconte en avoir croisé, oui. dans les champs des silhouettes, yeux vides, des marches mécaniques, Mais qu'est-ce qu'il a vu au juste? c'est difficile à dire. C'est toute la question. Est-ce que c'était vraiment des corps sans âme, comme le dit la légende? Ou alors, Ou alors des personnes exploitées? peut-être des malades mentaux. Exactement. C'est cette ambiguïté qui est frappante et qui marque les esprits. Seabrook cite même un médecin haïtien, le docteur Villiers, Oui, un médecin éduqué. oui, qui admet lui-même ne pas savoir. Il reconnaît qu'il pourrait y avoir quelque chose d'horrible,
une sorte de sorcellerie criminelle derrière le folklore. Donc l'incertitude demeure. Elle plane. Et c'est peut-être ça, le plus troublant, finalement. Donc si on résume un peu, ces extraits, ils nous montrent le vaudou non pas comme une simple curiosité exotique du quotidien. Une explication du monde aussi, et un lien social très fort. Oui. Et si Brooke, lui, qui arrive comme observateur, il se retrouve complètement immergé. Presque initié par certains aspects. Il participe au rituel, il accepte cette protection magique. La ligne est brouillée, Entre observation et participation. c'est ça. Et ça nous laisse peut-être avec une question. Pour la réflexion. Je vous écoute. Au-delà du côté spectaculaire, ou même étrange, de ce que rapporte Seabrook, son expérience, elle invite à se demander comment est-ce qu'une immersion si profonde, Mhm. dans une culture, un système de croyances si différent d'une autre, comment ça peut ébranler ou transformer notre propre perception, notre perception de la réalité, de ce qui est possible, de ce qui est vrai. C'est une bonne question. C'est une piste de réflexion, je crois, qui dépasse largement le cadre de ce livre sur Haïti.